qui, selon toi, peut expliquer ces résultats et ces progrès chez les élèves? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place au cours Clovis. Une des plus importantes, c'est vraiment la définition de la mission de l'enseignant. Chez nous, l'enseignant est enseignant-éducateur. Il fait une éducation intégrale. Il n'est pas là pour former des petits cerveaux. Il est là pour former des personnes. Et donc, il est là pour transmettre des connaissances par l'enseignement en classe, mais aussi ça transmettre des savoir-être, des savoir-vivre et tout un tas de compétences indispensables dans la vie, et pas seulement dans la vie professionnelle, par tous ces temps éducatifs qu'il a dans la journée avec les enfants. Donc ces temps éducatifs ont vraiment vocation, ce professeur éducateur a vraiment vocation à aider l'enfant à construire sa personne, l'adulte qu'il va être très rapidement. Et ce volet éducatif a un double effet qui se coule, c'est qu'en plus, il est indispensable au lien de confiance entre l'enfant et l'adulte, entre l'enfant et l'enseignant. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'autorité de statut pour l'enseignant n'existe plus. On peut trouver ça triste, on peut trouver ça bien, c'est pas du tout le débat. En tout cas, elle n'existe plus. Et cette autorité de l'enseignant dépend uniquement du lien de confiance, de la confiance que l'enfant veut bien accorder à son maître, à son enseignant. Et ce lien de confiance se construit par la relation éducative que le professeur va avoir en déjeunant avec les enfants, en parlant de ce qu'ils ont fait le week-end, de ce qu'ils ont eu à Noël, de ce qu'ils vont faire pendant les vacances, de leurs passions, des films qu'ils ont vus, des consoles de jeux à lesquelles ils jouent. Mais voilà, tous ces petits moments un peu gratuits d'éducation, en jouant avec eux à la récré, ça c'est primordial. Si vous venez un jour au cours Clovis ou au cours Aliénor, vous verrez que les enseignants vont taper un foot, faire un basket, un épervier. Et ça, c'est primordial pour ce lien, justement, cette relation de confiance entre l'adulte et l'enfant. Parce qu'un enfant, grâce à ces moments-là, prend conscience tout de suite, très vite, de l'affection de son professeur, et surtout que l'affection de son professeur ne dépend pas des actions qu'il a posées dans la journée. Un élève qui a eu une très mauvaise note, qui a eu des problèmes de discipline, qui a eu un rendez-vous de parents qui s'est mal passé, eh bien, il va taper un foot avec son prof de maths. Et là, il va comprendre que l'affection, l'intérêt que le prof de maths a pour lui ne dépend pas des actes qu'il pose. Et ça, c'est vraiment primordial. Le deuxième, une autre facette de notre pédagogie, c'est vraiment le suivi individualisé des enseignements. On a des petits effectifs, 15 élèves par classe, pour permettre justement ce suivi personnalisé, individualisé. On prend l'enfant là où il est et on le tire le plus loin possible où il peut aller. Et ce suivi individualisé est indispensable évidemment à la progression académique de l'enfant, mais aussi à la relation parent, parce qu'on arrive à un troisième volet de notre pédagogie qui est vraiment la relation de confiance avec les familles. Madame Morel vous en parlerait peut-être, mais voilà, ce lien famille-école est primordial pour le développement des enfants, le progrès des enfants. Ce lien de confiance, toujours, hein, si le lien de confiance famille-école est rompu, l'enfant ne peut pas avoir confiance en l'école. C'est clair et net, même on le voit très très bien, ceux qui sont enseignants ne me contrediront pas. Un élève qui commence à flancher, à perdre confiance, à répondre, souvent il y a un problème de confiance avec la famille et il faut renouer le lien, rediscuter des problèmes, etc. Donc vraiment ce lien de confiance famille-école, c'est primordial. Donc on met plein de choses en place, chaque parent rencontre au minimum 4 fois les enseignants dans l'année, un rendez-vous de rentrée et puis un rendez-vous à chaque fin de trimestre. Et puis chaque enseignant est disponible au téléphone, SMS, pour chaque famille, dès qu'il y a un problème ou au contraire, dès que ça va bien, ça arrive aussi, hein, voilà, pour discuter toujours pour ce lien de confiance. Et puis dans l'année, on a des moments un peu festifs, famille-école, barbecue de rentrée, la journée de travaux, hein, au début de l'année, où on débroussaille, on remet tout en ordre pour l'arrivée des élèves. On a la kermesse, évidemment, on a la brocante, enfin bref, plein de moments dans l'année, juste festifs, gratuits, famille-école. Pour voilà, créer ce climat de confiance mutuelle. Un autre élément qui vient de me sortir de la tête, pardon, j'étais sur le lien de confiance, le petit effectif, et c'est la responsabilisation des enfants. Au cours Clovis, dans les écoles d'excellence ruralité, les enfants sont responsabilisés dès le CP. À la hauteur de ce qu'ils peuvent, évidemment. C'est un peu la difficulté d'ailleurs, c'est que la responsabilisation, il faut qu'elle soit vraiment ajustée. Si elle est trop dure, on va décourager. Si elle est trop faible, on va être décrédibilisé. Donc voilà, responsabilisation de la petite classe jusqu'à la 3e, et notamment par plusieurs outils qu'on a mis en place. La discipline positive, par exemple, où les élèves sont pas acteurs, mais participent à l'élaboration des règles de discipline de la classe,
des applications des règles de discipline de l'école, parce que, la discipline à l'école peut paraître en tout cas assez importante, assez lourde, et donc justement, le fait de faire participer chaque enfant à sa hauteur, à la prise de décision, à l'application, aux moyens d'appliquer cette discipline à l'école, eh bien ça responsabilise et en plus, ça fait gagner en efficacité et ça libère le professeur, ça le décharge de beaucoup de poids disciplinaire justement. Voilà. Merci beaucoup. Au-delà de ces éléments éducatifs, sur le plan académique, sur le plan de la transmission des savoirs, quelles sont les méthodes utilisées? Alors, on a plusieurs méthodes. On n'a pas d'idéologie dans les méthodes appliquées. On prend vraiment ce qui marche, ce qui a fait des retours terrain performants. En primaire, en mathématiques, on utilise la méthode de Singapour. C'est une méthode qui date à peu près des années 2000 à Singapour et qui fonctionne extrêmement bien. Donc on l'a choisi non pas parce que c'est moderne, nouveau et hyper classe, mais parce que ça fonctionne bien. Et à l'inverse, en français, on utilise pour l'apprentissage de la lecture une méthode tout à fait 100% syllabique. Pareil, c'est pas parce que c'est traditionnel, c'est pas parce que c'était mieux avant, c'est parce que c'est concret. Concrètement, ça fonctionne et ça a été prouvé. Voilà. En histoire, on utilise une méthode chronologique de l'histoire. C'est par cette chronologie que l'enfant va développer son esprit critique, son esprit de logique, d'analyse. Et puis voilà, tout ça dans le cadre du suivi individualisé des enfants, avec des heures d'études dirigées le soir pour aider les enfants qui parfois n'ont pas les moyens de travailler aussi bien qu'ils voudraient à la maison, pour multiples raisons, pas de place, des parents qui ne sont pas forcément là, etc. Donc voilà, cette heure d'étude-là, elle est vraiment pour aider tout le monde, leur apprendre à s'organiser, à prendre de l'avance et à devenir. Le but, c'est qu'en fin de troisième, ils soient autonomes dans leur travail et qu'ils puissent voilà, préparer un travail sur long terme en s'organisant seuls. Est-ce que tu pourrais rapidement nous décrire quels sont les profils de ces élèves? Des élèves qui ont quitté l'établissement. Ouais. Alors on a de tout. Une bonne partie qui part en formation professionnalisante, en CAP, CFA. Une partie qui part en technologique et une partie qui part en général. Les élèves qui quittent l'école, le but, c'est qu'ils aient vraiment acquis les fondamentaux de lecture, d'écriture et de mathématiques, évidemment, mais qu'il y ait cette autonomie dont je parlais, qu'ils soient autonomes dans leur travail, responsables dans leur travail, pour que la suite se passe comme sur des roulettes, en fait. Vraiment qu'ils soient sur les rails, en fait, quand on les lâche en troisième. Le profil des élèves, personnellement, du cours Clovis, ce sont des élèves... Comment, ce profil sociologique, quoi. Non, c'était plus sur les profils d'orientation, mais ils sont affichés derrière vous. Mais oui, c'est autour de 50% en voie professionnelle pour l'instant, 40% en voie générale et 15% en voie technologique. Et l'idée, c'est vraiment on les lâche pas dans la nature après leur brevet. On essaye vraiment de garder un lien avec eux. D'ailleurs, les élèves reviennent d'eux-mêmes très souvent nous voir, surtout le vendredi soir, le dernier soir de la semaine où les professeurs prennent un peu de temps dans la cour ou au portail. Et puis, on est en train d'essayer de monter un réseau d'anciens pour les suivre voilà, sur leur parcours professionnel. On a eu des élèves qui sont revenus pour des soutiens en mathématiques notamment, pour des soutiens d'orientation, pour des entraînements au bac. Voilà, donc on essaye vraiment de garder ce lien avec eux. Ce que j'aime dire aux parents et aux élèves, c'est que vous êtes rentrés au cours Clovis, vous en sortez, mais vous en sortez que d'un pied, quoi. Vous gardez un lien, s'il y a besoin, vous pouvez tout à fait compter sur le soutien des enseignants et de l'équipe. Ça, c'est certain. Et puis, on a même des élèves, mais Jade vous en parlera mieux que moi, qui viennent en service civique après coup. Super. Merci Pierre-François.